Bien, top. Oui. Là, c'est bon. Bon. Voilà. Ouais, ok. Non, on attend. Toujours pas. Ça va le faire. C'est curieux que ça marche C'est une pas première, sur l'iPad quand même. Hein? Je vous demanderai en vous présentant peut-être aussi de nous dire où vous en êtes sur votre commission. Elle a été créée officiellement hier matin par le bureau de l'Assemblée Ah, ben, c'est nationale. très bien, d'accord, ok, d'accord. Elle est en phase de constitution D'accord. et elle se mettra au travail dès la semaine prochaine. Et la date butoir pour le rendu des travaux 6 mois. 6 mois. Donc à partir de la date de création, donc fin juillet. Fin juillet, d'accord. C'est une commission sur l'accès aux soins. Il n'y a pas le mot déserts médicaux dedans. On a mis l'accès aux soins sur l'ensemble du territoire, donc Ouais. inclus les territoires ruraux et plus urbains, et sur l'évaluation des politiques publiques qui ont été mises en place depuis quelques années. D'accord. Voilà. Bien, bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce débat. Déserts médicaux, quelles solutions? Nous sommes en direct ce matin depuis la rédaction du quotidien du médecin. Alors, comment améliorer l'accès aux soins dans les zones sous-denses? Eh bien, la question se pose depuis près d'une quinzaine d'années. Elle revient régulièrement dans le débat public et ce n'est pas une question simple, puisqu'elle est, depuis ces dernières années, la source d'échanges francs entre médecins et élus des zones concernées, pour ne pas dire de franche opposition. Alors, c'est la raison pour laquelle, au quotidien du médecin, nous avons décidé d'organiser ce débat. Avec nous pour échanger ce matin, donc un syndicaliste et un élu député de l'Assemblée nationale. Alors, le médecin syndicaliste, c'est le docteur Jérôme Marty. Bonjour. Bonjour. Docteur Marty. Vous êtes médecin généraliste dans la région de Toulouse. Vous êtes connu pour être un défenseur inlassable des conditions de travail et d'exercice des médecins libéraux. Et vous êtes surtout, j'allais dire, le fondateur et l'actuel président de l'UFMLS, Union française pour une médecine libre. C'est un très récent syndicat, très revendicatif et, je dirais, très critique par rapport, peut-être le plus critique par rapport à tout ce qui est réforme actuelle et convention médicale actuelle. Voilà, vous êtes un peu à l'origine de ce débat, puisque c'est vous qui aviez suggéré cet échange avec un élu de l'Assemblée nationale. Alors, le député de l'Assemblée nationale, c'est vous, Philippe Vigier, bonjour. Bonjour. Vous êtes député centriste UDI du département d'Eure-et-Loire, donc un département de la région centre qui est particulièrement affecté quand même par la question Le des département déserts de France médicaux. dans lequel l'accès aux soins est le plus difficile. Voilà. Dernier de la classe. D'accord. Et depuis 2007, date de votre première élection, si je ne m'abuse, vous êtes à l'origine de nombreuses propositions de loi sur le sujet de l'accès aux soins et des déserts médicaux. J'allais presque dire en vain, puisque je ne crois pas qu'il y ait eu beaucoup de vos propositions qui aient été adoptées par la majorité de l'Assemblée, sans doute faute d'accord des gouvernements successifs, mais vous ne vous découragez pas, puisque vous êtes à la tête d'une commission d'enquête parlementaire sur l'accès aux soins. Vous pouvez peut-être nous dire d'ailleurs où en sont vos travaux. Peut-être un mot. D'abord, je suis biologiste. Vous êtes Avant biologiste. tout, ancien président de la Fédération des internes de France. D'accord. Donc, et père de médecin, frère de médecin, frère de pharmacien. Donc, je connais bien ce domaine-là. Ouais. Et il n'y a pas plus injuste qu'un accès inégalitaire aux soins sur le territoire qui est en train de se creuser. Et face à ça, il faut que la représentation nationale, que les gouvernements bougent. Donc, c'est pas un problème de gauche, de droite ou d'ailleurs. Je suis attaché, je suis libéral de conviction politique. Ça, on l'a vu, ça transcende les Je suis un libéral. Ouais. Et pour autant, je pense qu'on ne peut pas rester les bras ballants parce que la situation s'aggrave. Et au moment où l'hôpital va si mal, eh bien, on sait très bien qu'il y a des interactions très fortes entre l'hôpital, la médecine publique et la médecine privée. Donc, me semble-t-il, on doit éclairer le gouvernement sur les mesures à prendre. Il y a eu des propositions de loi de droite, de gauche, récemment une du Parti socialiste avec Olivier Faure. Et puis, il y a eu des très bons rapports, des missions qui ont été écrites et qui, pour autant, n'ont abouti sur rien. Vous avez raison de dire, pour l'instant, on n'a pas fait avancer les choses, mais je crois que le combat commence petit à petit à prendre un sens. D'accord. Alors, votre commission d'enquête, où en est-on ?
Ben, c'est très simple. On a décidé avec le groupe parlementaire des centristes à l'Assemblée d'utiliser ce qu'on appelle une droit de tirage, de faire en sorte que l'on fasse un bilan sur le territoire, un vrai bilan de l'accès aux soins. Parce qu'il n'y a pas simplement les zones rurales. Je vois que le médecin qui est présent sur ce plateau est toulousain. J'ai de la famille à quelques dizaines de kilomètres au sud de Toulouse et la désertification médicale, elle commence à être quelque chose de ressenti là-bas. Et donc cette commission d'enquête sont 30 députés de toutes les sensibilités politiques confondues. Et nous avons 6 mois pour travailler, pour faire toutes les auditions nécessaires. Ça ne va pas être, comment dirais-je, de pointer du doigt du dysfonctionnement, c'est-à-dire ce qui ne va pas. Et je souhaite vraiment que l'on soit capable, après avoir entendu tout le monde une fois de plus, qu'on fasse des propositions. Sinon, je dis très simplement les choses, la médecine libérale en France est menacée. Proposition à quel horizon ? Tout sortira avant l'été, donc je pense qu'au 20 juillet, nous serons en mesure de vous donner un document, me semble-t-il, complet. D'accord. Alors, avant de continuer sur ce débat, je voulais rappeler aux internautes qui nous rejoignent que ce débat est le leur. Vous pouvez vous poser vos questions sur Twitter, #débat du QDM, ou sur notre site, sur la page Facebook du Quotidien du Médecin, ou sur notre site internet, lequotidiendumédecin.fr. Tout au long du débat, vos questions seront le fil rouge de nos discussions. Pour démarrer, je voulais un bref constat à chacun de pacte territoire santé en plan pour les déserts médicaux. Les pouvoirs publics, les différents gouvernements font de nombreuses annonces. Est-ce qu'ils en font assez ? Et sinon, qu'est-ce qu'il faudrait pour relancer la dynamique ? Jérôme Marty. Écoutez, à l'évidence, non, ils ne font pas assez. Je pense que d'ailleurs que le terme déserts médicaux est aujourd'hui profondément dépassé. On ne doit plus parler de déserts médicaux, on doit parler d'effondrement de notre médecine. Parce que le député Vigier l'a dit très justement, l'hôpital est touché, la médecine de ville est touchée, il n'y a pas un secteur qui n'est pas touché. Là où on parlait auparavant de déserts médicaux qui étaient ni plus ni moins l'hyper-ruralité, aujourd'hui on touche l'hyper-ruralité, on touche les banlieues oubliées de la République, on touche les centres-villes onéreux, on touche les villes moyennes qui sont en train de se paupériser. Donc il n'y a pas un territoire qui n'est pas touché. 93 départements connaissent une baisse de la médecine générale. Toulouse, il en parlait, 66% des médecins sont à moins de 10 ans de la retraite, moins de 10% moins de 40 ans. Lyon, 65%. Paris, moins 21% de médecins généralistes et moins 25% annoncés. Il n'y a pas un territoire qui n'est pas impacté. Donc on est vraiment dans une problématique qui a commencé il y a 30 ans avec le plan Juppé, avec la création de l'ONDAM, qui est certainement le père un petit peu de toutes les misères qu'ont connues les médecins, parce qu'on a lié les tarifs des médecins à l'état économique du pays. Or, il faut bien le constater, toutes tendances politiques confondues, les politiques ont échoué. On est toujours dans une position économique qui fait que notre assurance maladie est en profond déficit, que donc les actes des médecins n'ont pu être augmentés, qu'il y a donc un gap qui s'est créé entre les tarifs et les charges, qui fait que la baisse de l'attractivité, au moment même où la population vieillissait, où la demande en soins était plus grande, où la paupérisation de la population était si importante que la demande en soins a explosé. Et donc on a un épuisement des médecins, on a des médecins qui sont partis et on a peu de médecins qui veulent rentrer. Et la problématique ne fait que augmenter. Et ce n'est pas avec les solutions qui sont des solutions cosmétiques qu'on nous propose, comme les maisons médicales ou comme je ne sais quel service santé, qu'on va résoudre les problèmes. Il va falloir maintenant qu'on regarde les choses véritablement dans la plus grande transversalité et qu'on ose aborder des solutions dont on parlera tout à l'heure, qui sont des solutions certainement révolutionnaires, mais qui sont les seules qui nous permettront de nous en sortir. Merci. Alors, Philippe Vigier, les mesures annoncées ne suffisent pas, y compris le dernier plan Buzyn annoncé cet automne. Je pense qu'on aura un point de partage avec notre ami président du syndicat des médecins. Ouais. On est devant de l'impuissance publique. Je pèse mes mots. Et je rappelle également que dans le préambule de la Constitution, l'accès aux soins, il figure. Ça n'est pas 20 mots. Jamais il y a eu autant de médecins en France. Mais le nombre d'heures travaillées est inférieur à celui qu'on connaissait il y a 25 ans. On s'est même permis en 1999, Martine Aubry était ministre des Affaires sociales, de faire le MICA, de dire à des médecins « partez à la retraite plus tôt, ce sera mieux ». Donc ce n'est pas uniquement le plan Juppé, c'est un échec généralisé de tout le monde, avec une population qui augmente, des besoins... Qui vieillit. Évidemment, qui vieillit, donc avec des besoins médicaux toujours plus importants et un hôpital très déstabilisé. Il n'y a pas que de la cosmétique. Moi, j'ai une maison de santé pluridisciplinaire dans ma commune. C'est une bonne mesure de faire en sorte que l'on puisse faire travailler en réseau des praticiens. Il y a les balbutiements de la télémédecine. Je dis bien les balbutiements. Quand est-ce que vont sortir des nomenclatures qui permettent quand même, me semble-t-il, de rémunérer. Oui, on va voir. Mais vous savez, moi, maintenant, qui vivra verra. Donc, il faut être prudent en la matière. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là, maintenant, on se doit de réagir. La réforme des études médicales, notre collègue médecin a oublié de dire une chose.
on va former des médecins à l'étranger. Et il y a, je pèse mes mots, plus de 20 000 médecins en situation irrégulière dont les diplômes n'ont pas été validés par le Conseil national de l'ordre des médecins. J'ai d'ailleurs proposé par voie d'amendement dans le projet de loi de la sécurité sociale que l'on puisse demander au Conseil de l'ordre de vérifier le niveau des diplômes de certains médecins. C'est insupportable ce qui se passe. Alors qu'il y a plein de jeunes qui voudraient être médecins, mais il y a un problème d'attractivité de la médecine. La consultation, qui est très faible, pardonnez-moi, devrait être beaucoup plus... Là-dessus, vous êtes assez d'accord. Mais bien sûr. Mais attendez, il faut arrêter de dire les choses comme ça. Il y a une vraie gravité dans ce qui se passe. Donc il faut redonner l'attractivité. Il y a un chiffre que je veux simplement vous dire. Sur 10 jeunes formés à l'issue de leur internat, il y en a un qui va dans la médecine libérale. Il y a un problème. Évidemment, la suradministration, 9 sur 10. C'est même moins de 2, on est passé à 7 sur 10. On est passé à 7%, je veux dire. Enfin, bon, c'est dramatique. Donc voilà, donc ça veut donc dire que cette attractivité a été perdue. Ça veut dire qu'il faut aussi mieux rémunérer les médecins. Il y a des problèmes de tracasseries administratives qui sont insupportables. Et puis, il y a l'organisation des études médicales. D'accord. Alors, on va revenir sur tout ça. Hein. Il y a beaucoup de questions qui nous ont été adressées là-dessus. Je voulais d'abord qu'on aborde le sujet sans doute le plus clivant sur ces questions-là, qui est la question de la régulation des installations. Dans les questions qui nous ont été adressées par les médecins, alors il y a les pour, comme par exemple ce psychiatre qui nous dit pourquoi ne pas imposer un numerus clausus à l'installation, comme pour les pharmaciens et les notaires. Et puis, il y a les contre, ils sont nombreux aussi, comme ce généraliste qui vous interpelle, Philippe Vigier, qui dit « Monsieur Vigier, comment comptez-vous forcer les médecins, en faisant allusion à vos propositions de loi, à s'installer quand 25% d'entre eux préfèrent déjà faire autre chose qu'une médecine de soins et que par ailleurs les postes salariés ne manquent pas ?» Évidemment, la régulation n'est pas la solution la plus facile. J'ai auditionné combien de fois tous les syndicats d'internes. Je vais commencer mon propos en disant que j'étais un libéral. Pour autant, quand vous faites Polytechnique, vous avez des contraintes vis-à-vis de l'État. Quand vous suivez une école d'infirmière... Mais vous êtes payé pendant vos études. Mais pardonnez-moi, mais quand vous êtes infirmière, qu'est-ce qui se passe quand vous êtes formé dans un CHU ou un CHO? Vous devez combien d'années à l'administration de santé publique? Vous devez 10 ans normalement. Donc, et les pharmaciens, vous l'avez très bien dit, il y a le numerus clausus. Donc, voilà, j'avais proposé dans mes propositions de loi que les 3 premières années, on leur demande de s'installer. Mais c'était à l'issue d'un cursus. Ouais. Et je voudrais revenir là-dessus. Les internes de médecine générale. Parce que d'abord, en France, tous les médecins sont devenus tous des internes. Ça a été une réforme des études médicales. Avant, on était médecin après 7 années. Maintenant, c'est 10 minimum, et les internes souhaitent faire une 11e année. Je suis de ceux, dans ma loi, je l'avais demandé, que minimum, ils passent 12 mois à 18 mois auprès du médecin généraliste, parce qu'ils découvriront que c'est un métier absolument merveilleux. C'est l'omnipraticien, ces racines grecques, elles ont un sens. 12 mois, 18 mois de stage ou de stage interné, de stage interné. Et il faut d'ailleurs que les facs jouent le jeu, fassent sortir les internes de l'hôpital. Moi, je me suis formé en ville et à l'hôpital. Et donc, cette régulation de 3 années, qui est présentée comme un drapeau rouge, est-ce que 3 ans, c'était un drame? Je ne le pense pas. Pour autant, vous voyez, au moment où on redémarre des travaux sur une commission d'enquête, à moi maintenant à dire quelles sont les conclusions, sinon ça n'aurait pas de sens. Mais franchement, de toute façon, si on ne fait pas une réforme en profondeur des études médicales, si on ne revoit pas les attractivités de filière, on ne s'en sortira pas. 3 ans en zone rurale Oh non, pas pour rural, je vous reprends tout de suite. Ouais. Partout. 3 ans. Mais attendez, dans ma région, en dehors du petit centre de la ville de Tours, on ne vous envoie pas à Guéret. Non mais il faut dire les choses. Attendez, on va dire les choses. Il y a une erreur terrible. C'est l'internat national classant. Est-ce qu'avec un internat national classant, on va où on veut? Je vois l'accent du sud que je reconnais de Toulouse. Ouais. Mais quand vous passez votre internat, si vous n'êtes pas dans ceux qui peuvent aller à Toulouse, vous allez ailleurs. Donc on ne parle pas de liberté, vous n'avez pas la liberté. Vous avez là où votre classement vous amène. Vous voyez, donc, quelque part, il y a quelque chose qui est un peu anachronique là-dessus. Moi, je reviens, j'ai fait une proposition sur l'internat des grandes régions, qu'on puisse en passer 3, comme de mon temps, vous voyez, avec les tempes blanches, on ne l'oublie pas, mais qu'il y ait des passerelles entre les internats, qu'on ne soit pas figé à un endroit, tout simplement, parce que si vous n'êtes pas figé à un endroit, vous pouvez changer de région. Voilà. Et cet internat national classant, malheureusement, a dévalorisé un certain nombre d'endroits. Nous avons des pôles internes de médecine générale à Tours qui ne sont pas, malheureusement, pourvus. C'est ça la situation que nous vivons. Donc les 3 années, c'est-à-dire, pour revenir à ma région centre, vous allez partout, sauf dans l'épicentre de la ville de Tours. Vous savez, on vit agréablement. Hein. Je rappelle que le Val-de-Loire, c'est la douceur de la Loire qui était tant déclamée par Ronsard, par les poètes. D'accord. Alors, on a un de nos internautes qui, sur le site du Quotidien du Médecin, nous dit « Il n'existe pas en France, à ce propos, de zones surdotées à Montpellier. 5 généralistes viennent de partir à la retraite sans successeur.
Et je vous mets au défi, dit-il, de trouver un parlementaire pour soutenir que sa circonscription est surdotée en médecins. Vos mesures coercitives ne pourront être que contre-productives. Vous êtes de cet avis, docteur Marty? À l'évidence, d'abord, première chose, cette solution est aujourd'hui dépassée. Tout ce qui va prolonger le système sanitaire tel qu'il est conçu aujourd'hui est voué à l'échec. Si on garde le même système, qui est un système hyper administré, hyper encadré, où les médecins et les patients n'ont pas voix à la parole, n'ont pas droit à la parole, ne dirigent pas et ne cogèrent pas le système, on va à l'échec. Donc la solution qui vise à obliger les médecins à s'installer, de toute façon, n'est que la prolongation de ce que l'on connaît et ira à l'échec. On l'a vu, il n'y a jamais eu autant de médecins, mais 32% n'exercent pas. 32%. 25% et 7% dont on ne sait pas où ils vont. Ils disparaissent, on ne sait pas ce qu'ils deviennent. Les déserts, 93 départements, je vous l'ai dit tout à l'heure, sont touchés. Toutes les grandes villes sont touchées. Il n'y a pas un endroit qui n'est pas touché. Donc, à l'évidence, si on devait obliger les médecins à s'installer, il faudrait les obliger à s'installer partout. Donc, ça ne sert à rien. Alors, on nous dit tout le temps, les infirmières, les kinés, on les oblige. Oui, certes. Et ça a marché. D'abord, ça a marché. Ça a été une erreur. Deux, mais ça a marché. Aujourd'hui, les infirmières, les kinés, les dentistes. Mais non, mais aujourd'hui, ce système est fini. Puisqu'il manque des médecins partout, vous n'allez pas obliger une infirmière à s'installer là où il n'y a pas de médecin. Même si ces prescriptions aujourd'hui prescrivent un peu, et pas assez à notre avis, les kinés et les infirmières, on ne peut pas les installer là où il n'y a pas de prescripteurs. Elles sont mortes. Les labos, un problème que M. Vigier ne connaît bien, les labos ont eu la COFRAC, une certification extrêmement dure, qui a flingué tout un tas de laboratoires indépendants, qui a fait qu'on a regroupé les labos. On les a regroupés où? Là où il y a des médecins. Ils commencent à souffrir aujourd'hui, pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de médecins. Donc tout ça tombe. Tout ça tombe. On est à la fin du système. Est-ce qu'on n'est pas sur un problème... Si on a un point de partage, c'est de dire qu'il faut une transformation en profondeur. Là où j'ai une petite différence, il y a eu quelques mesures qui ont été efficaces. Vous ne pouvez pas dire le contraire. Les contrats d'engagement de service public qui permettent à un médecin, un jeune, on lui finance ses études comme Polytechnique, vous avez fait référence tout à l'heure, et après il s'engage pour quelques années. Écoutez, ça marche. Et pardonnez-moi... Il n'y a pas un effet d'aubaine sur ces contrats? Attendez, aubaine à 1 500 € par mois, vous trouvez une aubaine quand on travaille combien d'heures? Non, mais on a parlé de jeunes qui, de toute façon, ce serait installés 40 ans en arrière dans l'éducation nationale, on a fait quoi? Les IPES, vous en souvenez? On passait un concours à la fin de la terminale, et on était salarié pour ses études pour devenir enseignant. Et ça marchait très bien. Et d'ailleurs, pardonnez-moi, il y a un sujet qui m'anime, là, et je pense que ça vous anime certainement. Moi, je suis attaché à une certaine justice sociale, je suis attaché à l'ascenseur social. Je vous réponds là-dessus. Et là, il y a des jeunes dont les parents n'ont pas les moyens de payer les boîtes à bac, parce que quand on a terminé le bac, on va travailler tout l'été, on paye 3 000 € l'été pour pouvoir passer, se former un peu mieux pour, dans la première année de médecine, suivre des cours complémentaires. C'est ça qui se passe. Donc en fait, une fois de plus, il y a une limitation par l'argent. Et je suis désolé, je reviens là-dessus. Allez faire former des jeunes médecins en Roumanie, comme ça se passe à l'heure actuelle. C'est un scandale avec une scolarité à 10 000 € par an. Donc franchement, il faut faire une vraie transformation. Mais je termine. Accordez-moi quand même qu'il y a des petits ruisseaux, parce qu'il y a des mesures immédiates qu'il faut prendre, parce que vous savez très bien que les perspectives à 3 et à 5 ans, elles sont absolument dramatiques. Et si vous faites, je termine vraiment, si vous faites une réforme des études médicales, elle ne produira ses effets que déjà dans 2 ou 3 ans. Alors là, nous sommes d'accord. Mais sur l'obligation, brièvement, parce que très brièvement, sur quelques chiffres rapides. Les externes touchent de 180 € par mois, 130 € par mois jusqu'à 280 €. Les internes, 1 300 € par mois jusqu'à 2 300 € jusqu'à la fin de l'internat. Ils travaillent 70 heures à 80 heures par semaine. Ils font tourner les hôpitaux. Ils ont largement remboursé la nation. Ils vont faire tourner les centres hospitaliers périphériques alors qu'ils sont fondés de famille. Ils ne sont pas responsables de la crise. Ils ne sont pas responsables du désaménagement du territoire, ils ne sont pas responsables de tout ça. Et on voudrait aujourd'hui nous dire, vous allez exercer 2 à 3 ans quelque part. Mais ils vont arrêter. Attendez, ils vont pas, je termine. Ils vont pas prendre des professions qui déjà s'effondrent. Ils risquent de partir à l'étranger aussi. Donc vous allez avoir des diplômes étrangers qui viennent en France et des médecins qui vont partir de France. Et vous risquez surtout de provoquer une chose qui n'existait pas il y a quelques années. Aujourd'hui, les complémentaires sont prêtes à ramasser le bébé. Vous risquez d'avoir des gens qui vont se déconventionner parce que globalement, aujourd'hui, ne nous mentons pas, il y a plus grand intérêt à être conventionné. Donc les gens vont sortir et les complémentaires vont leur ouvrir grand les bras dans les réseaux et vous aurez, ni plus ni moins, déconventionné le système. C'est un profond danger. Trois points très rapides. Un mot et on passe à une autre question. Pour les études, vous avez raison, payer 1 500 € un interne jusqu'à 2 000 € par mois, c'est scandaleux après 8 ans d'études, 10 ans quelquefois. Ça n'est plus possible. Je vous dis les choses très clairement. La seconde chose, pour les jeunes,
Il ne faut pas dire qu'après, ils gagnent 1 500 €, parce que dès que le moment où ils mettent leur plaque, il y a 40 patients par jour s'ils veulent dans le cabinet. Ils mettent 10 ans à la mettre sur plaque. Attendez, non, mais ils mettent parce que la consultation est mal payée, je dis les choses. Et d'ailleurs, vous le savez très bien, vous pratiquez tous les jours. On a mis des rallonges. Vous voyez une personne âgée, vous payez plus cher, vous avez un engagement avec la Sécu. Vous voyez un enfant, vous payez plus cher lorsque vous êtes le patient. Il vaudrait mieux avoir une consultation des bases beaucoup plus élevée, régénérer de l'attractivité et faire en sorte, dans les mesures que je proposerai dans le cadre de la commission d'enquête, que des jeunes internes, déjà je suis le seul département de France où Marisol Touraine avait bien voulu qu'un médecin non taisé, je dis bien non taisé, puisse s'installer. Elle avait accepté, mais il y a plus encore qu'il faut faire. Ce sont des hommes et des femmes internes qui sont en cours d'internat, 3e, 4e année, qui puissent non pas simplement aller faire des remplacements, mais qui puissent travailler 1 ou 2 jours avec un statut nouveau, ils gagnent un peu d'argent, qui fassent de la pratique médicale et qui continuent d'être à l'hôpital. Parce que les jeunes, il faut les respecter. Ils ne veulent plus travailler, comme vous le faites encore probablement, 70 heures par semaine. Il faut accepter que la société a évolué. Moi, j'entends leur message, je le vis au quotidien dans ma famille, j'entends leur message et il faut aussi répondre à leurs aspirations. Alors, question en direct, on va prendre une question en direct. Un étudiant en 4e année, précisément, qui élargit un petit peu le débat à la question de l'aménagement du territoire, finalement. Le problème, dit-il, des déserts médicaux ne viendrait-il pas de l'abandon des territoires ruraux par les pouvoirs publics, fermeture d'écoles, transport, lacunes sur les transports, qui voudrait s'installer dans un territoire où l'école la plus proche, ou le commerce le plus proche, est à plus d'1 heure de route? Personne, dit-il. C'est faux. Alors, juste très rapidement, à l'évidence, ça, on est au cœur du problème. S'il y a une urgence dans ce pays, mais c'est très compliqué à résoudre, qui est encore plus urgente que la résolution du problème des déserts médicaux, c'est la résolution du problème de l'aménagement du territoire et de la politique de la ville qui a été complètement manquée dans ce pays. Si on ne crée pas un véritable plan Marshall du réaménagement du territoire, si on ne rapproche pas les différents ministères qui sont l'éducation, la sécurité, la santé, le numérique, etc., et que l'on ne les met pas autour de la table et qu'on ne crée pas ce fameux plan Marshall, nous irons à l'échec. Donc il faut à la fois d'un côté revoir toute la politique sanitaire et de l'autre côté, et en même temps, comme dit notre président, revoir l'aménagement du territoire de façon profonde et urgente. Ça, c'est évident. On ne résoudra pas le problème si on ne résout pas le problème des centres-villes onéreux où on ne peut plus s'installer au regard des charges, si on ne résout pas le problème de l'abandon des petites villes, des banlieues oubliées et de l'hyper-ruralité. C'est plus le problème du ministère de la Santé, à la limite. C'est un problème global. Tout le monde doit se mettre autour de la table de la même façon que les professions de santé doivent se mettre autour de la table dans des états généraux qui seront dirigés par les patients et les mains qui soignent et non pas les politiques. Les solutions doivent venir de ceux qui pratiquent le soin et de ceux qui subissent le soin, et non pas de ceux qui organisent le soin qui sont en échec depuis des années. Et parallèlement à ça, on doit avoir un aménagement du territoire qui va permettre les installations. D'accord. Philippe Vigier, vous êtes de cet avis? Vous l'avez très bien résumé. Ouais. Vous savez probablement, je suis l'auteur d'une proposition de loi portant création d'une agence nationale de cohésion des territoires avec 4 dimensions. La dimension de l'accès aux soins, la dimension du numérique, parce que le numérique, si vous n'avez pas la fibre optique, comment vous faites? Pas simplement pour la télémédecine, mais évidemment pour la culture, pour l'accès à l'éducation, pour l'accès aux services publics. Donc la dimension de la télémédecine, vous l'avez bien compris, du numérique. La 3e dimension, c'est la téléphonie mobile. Oui. La téléphonie mobile, dans la petite ville de Cloire-les-Trois-Rivières, je n'ai pas la 3G ni la 4G partout. Et puis 4e, ce sont les services publics et les services pour les jeunes familles. Est-ce qu'ils ont des logements qui sont accessibles? Il y a une fracturation de la société. Le président de la République a annoncé qu'il allait créer cette agence nationale. Ça fait 4 mois que j'ai déposé cette proposition de loi. Il y a urgence. Parce qu'à l'heure actuelle, le pays se fracture entre ceux qui ont l'accès aux soins et toutes ces dimensions dont on parle, notamment dans les métropoles, Toulouse métropole, vous l'avez ça. En revanche, pour bien connaître cette région Midi-Pyrénées, tout le reste est en désertification peu ou prou, pour tout ce que je viens d'expliquer. Et donc, ça, c'est un facteur de cohésion sociale très fort. Et là, tant que le gouvernement avance, en tout cas, j'espère que le président va mettre en place cette agence qui regroupe, vous voyez, ce qu'on appelle l'ANRU, vous vous souvenez, pour l'urbanisation, les problèmes d'énergie, de maîtrise énergétique, l'ADEME, tout ce qui a trait au logement et tout ce qui a trait au dynamisme économique. Prendra du temps, beaucoup de non, temps. c'est un problème de volonté politique. Si on veut, on peut faire. On a les outils, on a l'architecture, cette proposition de loi le reprend. D'accord. Alors on a parlé rémunération, il y a un médecin lecteur du quotidien du médecin qui nous dit pourquoi ne pas faire confiance aux médecins en ouvrant le secteur 2 et en permettant une rémunération supplémentaire pour les heures tardives et les demandes non urgentes venues en urgence. Cela valoriserait, dit-il, l'exercice libéral. Vous êtes d'accord avec son frère, Jérôme Marty ? Dans les solutions qu'on propose, nous on dit on doit revoir complètement la politique tarifaire. D'abord, on doit retirer l'enveloppe tarifaire de l'ONDAM. C'est-à-dire on ne doit plus lier les tarifs à l'état économique du pays, sinon on continuera à avoir un gap qui s'élargit entre les tarifs et les charges.
On doit donner aux médecins... Vous revenez sur 20 ans de politique de santé. Oui, mais je vais vous dire pourquoi. On donne aux médecins un tarif qui est au niveau de la moyenne européenne, avec des honoraires complémentaires pour tous. Alors ça fait bondir ça. Et à côté de ça, on met un tarif social, c'est-à-dire pas d'honoraires complémentaires pour tous les ACS, les CMU, les CMUC, les AMU. On encadre tout cela par ce qu'on appelle une haute autorité de la surveillance médico-économique, où on retrouve dedans l'assurance maladie, les complémentaires, l'ordre, les syndicats de médecins, les patients, qui vont surveiller qu'il n'y ait pas d'abus, mais qui vont surveiller aussi le fonctionnement de l'assurance maladie et des complémentaires que l'on doit mettre dans le jeu, mais qu'on doit profondément encadrer. Je rappelle 40 milliards de chiffre d'affaires, 8 milliards de frais de gestion, 2 milliards de bénéfices et 2 milliards de frais de communication. C'est énorme, ça doit être réinjecté dans la santé, mais ça doit être réinjecté dans la santé en étant encadré. Et on doit avoir enfin une médecine où les tarifs correspondent à la pratique et surtout au rôle de ciment sociétal qu'ont les médecins. Quand vous installez un médecin quelque part, non seulement vous évitez l'effondrement, vous fixez la population et à terme vous développez, vous faites un développement économique. Très rapidement, 1 175 000 personnes sont des professionnels de santé. À côté de ça, vous avez 25% de professions qui vivent indirectement de la santé. Vous avez donc 1 500 000 personnes qui vivent directement ou indirectement de la santé, ce qui représente plus de 5 millions de personnes, c'est-à-dire 2 fois Paris intramuros. Donc il y a une richesse, vous avez 200 milliards, la santé rapporte 200 milliards qui sont réinjectés au niveau régional et local. Quand vous investissez 100 € dans la santé, vous créez 45 € hors de la santé. C'est donc un secteur qui rapporte profondément. Et quand vous guérissez quelqu'un, bien évidemment, vous lui redonnez une vie sociale et vous faites qu'il va consommer après à côté. Donc il faut arrêter de considérer la santé comme un coût. Il faut véritablement changer de logiciel et la considérer comme un apport de richesse pour la nation et payer les médecins à hauteur de ce qu'ils doivent être payés, exactement comme tous les autres professionnels de santé. Ça vous semble une bonne idée, Philippe Vigier ? Avec 2 ou 3 bémols, mais que notre ami médecin va comprendre tout de suite. Évidemment, c'est une activité économique à part entière qui compte dans le produit intérieur brut de la France. Deuxièmement, il faut remettre le généralisme comme le pivot d'entrée du système médical. Parce que c'est la plaque tournante. Le faire plus travailler en réseau, j'ai expliqué avec les infirmières, d'ailleurs, je pense qu'on parlera d'un certain nombre de tâches qu'on peut également déléguer. On ne le fait pas suffisamment. La vaccination, surveillance de la tension, surveillance du diabète, les anticoagulants, on peut faire ça entre le biologiste et l'infirmière. Enfin bref, il y a des actes que l'on peut déléguer. Troisième chose qui est très importante, là où j'ai une différence avec vous, je pense qu'il faut quand même un Ondam. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'à l'heure actuelle, on a des hôpitaux dans un état catastrophique. On a une dette publique. Il ne faut pas l'oublier, cette dette publique. Vous savez, il y a un débat complètement dingue qui existe sur la cagnotte parce qu'il y a un petit peu plus de croissance. Mais on a 2200 milliards d'euros de dette dans ce pays. Moi, je pars d'un postulat de confiance. Redonnons confiance aux médecins en les rémunérant mieux. Et vous avez très bien expliqué l'affaire des complémentaires où il y a beaucoup d'argent qui est perdu, gaspillé et qui coûte très cher. Vous avez très bien expliqué le fait que le reste à charge, c'est d'ailleurs l'échec total de François Hollande dans la matière. Le reste à charge, en clair, quand vous allez chez le médecin où vous avez besoin de soins, qu'est-ce qui vous reste à payer? Et ça a augmenté. Donc, il faut rapprocher public et privé. On n'a pas parlé du fait que, actuellement, le fait que l'organisation des soins dans le domaine libéral sont mal faites, cette organisation est mal faite, évidemment, c'est une conséquence. Je vous donne un chiffre. Les urgences pédiatriques de Clermont-Ferrand. Sur 100 enfants qui arrivent en urgence, il y en a 90 qui ne devraient pas passer par les urgences pédiatriques. Faute d'un réseau de soins amont, notamment de la médecine libérale. Et ça, on ne le dit pas. Aussi, disons que les ARS avec les GHT, ça ne marche pas. Les groupes hospitaliers de territoire sont des pompes aspirantes, où on met tout au CHU, au CHRO, et on vide ensuite nos petits centres hospitaliers. Il faut la notion de parcours de soins, et franchement, il faut revaloriser très significativement la consultation du généraliste, qui est la clé d'entrée dans le système de santé. Mais très rapidement, c'est bien pour ça que vous devez... Pas loin, parce qu'il faut quand même l'Ondam, parce que vous régulez les choses. C'est bien pour ça que vous devez sortir l'enveloppe tarifaire de l'Ondam. Ce qui coûte, c'est pas... Les tarifs, c'est 11% des dépenses de sécu. Ce qui coûte, c'est les prescriptions. C'est les transports, c'est les hospitalisations, c'est les médicaments. C'est ça qui coûte, c'est les arrêts de travail, mais c'est pas les tarifs. Que ce soit d'ailleurs des salaires ou que ce soit le paiement à l'acte, c'est pas ça qui coûte. Si vous continuez à avoir... Non, si vous liez les tarifs des médecins à l'état économique du pays, avec des politiques qui de droite comme de gauche ont échoué depuis 30 ans, puisque nous sommes le seul pays au monde à avoir une crise endémique. Le seul. Je vous ai pas dit ça tout à l'heure. Mais voilà, avec 3 millions de chômeurs, avec 10 millions de précaires, on ne peut pas s'en sortir si on ne revoit pas complètement le financement de l'assurance maladie, première chose. Deuxième chose, on l'a vu. On va pas ouvrir le débat là-dessus. Non, mais très rapidement. C'est le sujet d'efficience des soins, c'est le sujet d'efficacité. Non, mais quand vous nous dites, Monsieur Vigier,
il faut augmenter très largement les médecins. Vous ne pouvez pas augmenter très largement les médecins en laissant ça dans l'ONDAM. C'est pas possible. C'est pas possible. Pardonnez-moi, l'augmentation de la consultation, vous savez comment ça se passe, c'est une décision ministérielle qui est prise en partenariat avec les caisses d'assurance maladie. Donc là, le ministre a la clé s'il veut faire les choses. Mais je pars du principe... Il est un peu limité quand même par le budget. Oui, mais une fois de plus, j'ai parlé de notion de confiance et de réorganisation de la chaîne de soins. Là où j'ai en partage avec notre ami médecin le fait que sur les transports, le fait que sur des parcours de soins où on a des répétitions, un certain nombre d'actes, le numérique, je suis désolé, mais le fait que maintenant le dossier médical partagé, qui a été longtemps quelque chose qui n'a pas marché, maintenant on peut avoir accès par traçabilité totale. Moi, je vais dans mon labo, vous venez le matin à 8h du matin, à 14h, vous avez le résultat sur Internet. Le spécialiste, c'est à 14h15. Avant, c'était quoi? Des photocopies, des fax. On peut gagner en efficience, donc éviter les redondances, donc faire des économies avec un but. Parce que le but de tout cela, on ne l'a pas encore dit, c'est la prise en charge du patient et lui apporter les meilleurs soins possibles. Alors, on va arriver pas très loin du terme de ce débat. Je voulais quand même qu'on aborde un point qui est revenu souvent chez les internautes, c'est la question de la formation initiale, dont on n'a pas parlé jusque-là. Rapidement, je voulais vous livrer 4 interventions de médecins, tels ce pédiatre. Pourquoi le numerus clausus n'est pas augmenté rapidement? Un anesthésiste qui nous dit pourquoi ne pas relever le numerus clausus de 30% plutôt que de faire venir des médecins étrangers moins bien formés. Un ophtalmo qui abonde. Quand allez-vous prendre enfin la décision de former plus de médecins français au lieu de parier sur l'arrivée de médecins étrangers que vous volez, dit-il, au pays en question? Et puis enfin, alors dans un autre domaine, un généraliste qui nous dit pourquoi ne pas faire un numerus clausus 50% femmes, 50% hommes. Philippe Vigier, sur ces questions de formation. Sur ces mesures, qu'est-ce qu'on peut faire? D'abord, le numerus clausus depuis 2001, il était singulièrement augmenté dans ma région. Par exemple, il a doublé en première année de médecine. Il faut aller plus loin. Et derrière, il faut des murs, il faut des hommes qui forment les jeunes médecins. Et on ne l'a pas partout. Ouais. Deux, revenir à l'internat des régions. Je l'ai dit tout à l'heure. Régionaliser les formations d'internat, parce qu'avec l'examen classant, malheureusement, il y a des régions qui sont encore plus sous-dotées. 3, si vraiment on augmente le numerus clausus fortement, si deuxièmement on revient à l'internat des régions, si troisièmement on modifie l'organisation de la formation des médecins, où je pense franchement que les internes, vous voyez, j'étais tout à l'heure à un petit déjeuner avec le président du syndicat national des dermatologues. Il disait qu'ils étaient prêts à accepter pendant 18 mois dans les cabinets de ville. Et souvent, ils sont également à l'hôpital, puisque cette pratique partagée des jeunes pour bien les former. Donc, et on donnera une appétence, un goût, une nouvelle volonté d'aller travailler avec la médecine de libre. On forme suffisamment de médecins, enfin, il faut en former un peu plus, parce qu'ils travaillent moins globalement par rapport à avant. Mais surtout, s'il y en avait plus qui allaient en médecine libérale, on n'en serait pas là. Donc, avec ces mesures-là, qui sont des mesures très fortes d'organisation, donc ça dépend du ministre de l'Éducation nationale, ministre de l'Université et ministre de la Santé, parce que je rappelle, c'est la triple tutelle pour l'organisation des études médicales. Et c'est vrai, je l'ai dit tout à l'heure, et j'insiste, c'est bien que vous internautes l'ayez dit, allez chercher des médecins étrangers qui viennent en France, souvent bien moins formés. Je répète ce que j'ai dit, c'est grave avec des médecins qui n'ont pas les diplômes, alors qu'ils exercent dans certains de nos hôpitaux français. Disons-le, c'est la vérité. Et enfin, des jeunes Français qui vont se former parce qu'ils ont loupé l'examen classant d'un 10e de point ou d'un demi-point, mais c'est abominable de toutes ces vocations qui sont brisées. Donc là, il faut ouvrir les vannes, mais ouvrir également les capacités de formation et en payant mieux nos internes. Ouvrir les vannes et comment? Écoutez, en 79, 2 médecins pour 100 000 habitants. En 2014, 3,34 médecins pour 100 000 habitants. C'est la seule profession où plus il y en a, moins il y en a. Donc ouvrir les vannes, ça ne sert pas à grand-chose. Ce qu'il faut, c'est redonner l'attractivité. Il n'y a jamais eu autant de médecins, mais encore une fois, il y a 32% de médecins qui n'exercent pas ou qui ne vont pas vers la médecine, qui vont dans des agences dispendieuses, coûteuses, 40 milliards de coûtent les agences, qui ne sont jamais auditées, qui vont à la Sécu, qui vont dans les laboratoires pharmaceutiques et qui n'exercent pas. Donc, donnons de l'attractivité et réinjectons tout ce potentiel dans la médecine. Ça, c'est la première chose. C'est vrai, tout un tas d'étudiants... C'est plus facile à dire qu'à faire. Mais plus facile à dire, parce qu'il faut une véritable révolution sanitaire. Encore une fois, on en revient aux solutions. On doit ouvrir large et on doit vraiment repenser le système. Très, très rapidement, on nous parle de quoi? On nous parle de maisons médicales, cosmétiques. Actuellement, 800 maisons médicales et 400 maisons épaules. Soi-disant 2 médecins par maison, on a vu qu'il y en a certaines qui sont vides, d'autres qui n'en ont qu'un. Allez, bon an, mal an, il y a 2000 médecins.
sur 199 000 médecins exerçants, ça représente 1% de l'activité. On est en train de nous dire qu'on va sauver le problème en multipliant par 2, c'est-à-dire en donnant 2% de l'activité. 98% des médecins qu'on va laisser sous-payés, sous-rémunérés. Ça ne résout rien. Bon, sur le problème de la formation, le vrai problème, il est en 2 points. Le premier, c'est véritablement d'aborder la révolution technologique que va connaître la médecine. Ce n'est pas abordé dans les études ou très peu. Tout ce qui est NBIC, tout ce qui est numérique, etc., on doit l'intégrer et préparer les étudiants à cette révolution médicale de façon à ce qu'ils soient maîtres de l'outil et non outils du maître. Parce que sinon, c'est la finance qui prendra la main sur la médecine et qui va diriger la médecine, et là, on perdra tout. Et la deuxième chose, c'est intégrer les jeunes partout. Il n'est plus acceptable aujourd'hui qu'on soit dans une pyramide inversée, c'est-à-dire que ce soit des gens de 55 ans qui décident de l'avenir des jeunes, alors que c'est eux qui vont le vivre. Donc on doit les intégrer au niveau des ordres, au niveau des URPS, au niveau des ARS, partout, et leur donner leur avis, mais avec des voix qui seront des voix non pas consultatives, mais des voix délibératives. Les vieux, excusez-moi du terme, doivent laisser leur place aux jeunes. Ça, c'est la vraie révolution aussi, parce que c'est eux qui décideront véritablement de leur avenir. Et jamais aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, on a véritablement donné, encore une fois, à la fois aux soignants, qu'ils soient infirmières, kinés, paramédicaux, médecins, les clés du système, à égalité de voix et avec droit d'opposition, avec les patients et avec l'administration. La vraie révolution, elle est dans la gouvernance. Si on ne change pas la gouvernance, on n'aura pas de confiance et on n'aura pas d'indépendance. Et les trois sont liés. Gouvernance, confiance, indépendance, il n'y a que ça qui peut sauver le système. D'accord. Alors vous avez évoqué les maisons de santé. Il y a un de nos internautes généralistes qui nous dit « Quand allez-vous envisager la possibilité de médecins salariés en médecine générale ? On parle beaucoup de maisons de santé, dit-il, mais les centres de santé ne pourrait-il pas être une solution ? On les voit se développer un peu partout. D'abord, un désaccord avec notre collègue, c'est que maison de santé, il ne faut pas dire que c'est des coquilles vides partout. S'il le pense, il vient voir chez moi et il verra que c'est pas vide. 2, les jeunes médecins, puisque vous dites les jeunes donnant leur pouvoir, ils veulent travailler en réseau, ils veulent du numérique, ils veulent des outils, ils veulent des secrétariats partagés, et ils veulent des praticiens avec lesquels ils veulent faire un peu de staff pour discuter des cas de leurs patients. Et ils veulent plus de la médecine que vous avez peut-être pratiquée, que mon frère aîné a pratiquée. Mais... La médecine isolée, où on faisait 40 patients par jour. Et vous dire une chose, si vous dites qu'il n'y a jamais eu autant de médecins, c'est vrai, mais le nombre d'heures travaillées est plus faible qu'il n'était il y a 20 ans. Et 400 000 à 2 millions d'euros par maison, c'est un exercice subventionné. Ce qu'il faut, c'est pas subventionner la médecine. Ce qu'il faut, c'est permettre à tous les médecins et tous les paramédicaux d'être indépendants et eux-mêmes d'entreprendre. Vous dites que vous êtes libéral. Si vous êtes libéral, vous ne devez pas accepter un système qui est basé sur des subventions. C'est pas du libéralisme, ça. Donnez les moyens à chacun, à chaque personne. 98%. Non, attendez. Là, c'est faux. Il y a une chose qui est fausse, c'est que le revenu moyen des médecins, on le connaît. Il ne faut pas dire qu'ils ne peuvent pas s'installer. Et en plus, on leur met des locaux dans des bonnes conditions. Écoutez, mais pour des entreprises, on se redonne un peu de soutien. Pardonnez-moi l'accès aux soins, et c'est pas rien. Me semble-t-il, pour encourager les praticiens, pour régénérer un peu d'attractivité, une maison de santé, et alors la subvention, elle est partagée, mais quand vous êtes dans un centre culturel, c'est une subvention. Je pense que vous allez au théâtre, il y a une subvention derrière. Quand vous allez à la piscine, c'est une subvention. Laissez-moi terminer. Non, je vous laisse terminer. Je ne dis pas que c'est la solution à tout. C'est une solution de travail en commun, de travailler en réseau, et qui est indispensable. Donc, ensuite, ne racontez pas, faut pas raconter des histoires aux gens. Faut pas raconter que les patients, les médecins, ils vont pratiquer à toute l'organisation des soins. Il y a des ARS, des agences régionales de santé. On connaît les grandes messes où tout le monde est réuni. Attendez, tout ça c'est très bien, c'est plein de conférences, et au final, comment ça se passe? Non, ce qu'il faut simplement, c'est quoi? Une fois de plus, on en revient au cœur du dispositif. Il faut former plus de médecins et redonner de l'attractivité, je dis bien de l'attractivité, meilleure rémunération, meilleure responsabilité, meilleure reconnaissance, j'insiste sur ce mot reconnaissance, simplification administrative, maître de stage. Moi j'ai des copains généralistes. Vous avez déjà rempli un dossier de stage, mais regardez ce qu'il faut remplir. Et puis simplifier. J'ai des amis à la retraite, ils ont 62, 64, 65 ans, ils ont envie de travailler un jour ou deux. Ils vont travailler, ils gagnent moins après avoir touché leur retraite plus leurs honoraires parce qu'ils sont ponctionnés par la Sécu derrière. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est la vérité. Il y a des médecins hospitaliers qui veulent aller travailler 2 jours par semaine. C'est tellement compliqué d'articuler public et privé. Donc ce sont toutes ces petites rivières qui vont permettre à court terme d'améliorer la situation, mais avec, là où on se retrouve, c'est une réforme en profondeur du système, mais tout commence par les jeunes, et les jeunes, pour les avoir entendus, tous les syndicats d'interne.
Franchement, ils veulent rien d'autre que la médecine en réseau. Ils veulent le mercredi à 18h s'occuper de leurs gamins. Ils veulent plus le week-end être d'astreinte. Nous sommes d'accord pour la médecine en réseau à la condition que ce soit les médecins qui les clés. Mais c'est eux qui les créent. Et qu'ils ne dépendent pas de maisons qui auront coûté, laissez-moi terminer, 1 million à 2 millions d'euros, qu'ils ne pourront donc jamais rembourser le jour où la subvention s'arrête. Rien. Le jour où la subvention s'arrête, il y a un risque que ce soit repris par des fonds de pension comme ça existe pour les cliniques ou pour les labos ou par des mutuelles. Donc là, il y a un vrai risque. Et là où je suis d'accord, mais très rapidement, je vous réponds. Là où je suis d'accord sur la deuxième, je suis d'accord avec vous sur les maisons de santé. Je suis d'accord avec vous sur la deuxième partie. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Je suis d'accord avec vous. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Une maison de santé. Attendez, non, là c'est trop important. On ne demande pas à des médecins. Non, mais là c'est très grave. Je ne laisserai pas dire une contre-vérité. On ne demande pas à des médecins de financer une maison de santé. Mais c'est pas ce que j'ai dit. Si vous avez dit, ils pourront plus rembourser. Savez-vous, moi je vais vous parler de ma ville, vous voyez, je parle des choses concrètes. Je suis un député qui a les pieds dans la glaise sur le terrain. Dans ma ville, un cabinet médical de 28 mètres carrés, avec secrétariat partagé et salle d'attente extraordinaire, 290 € par mois. Plus quelques charges. Et ça ne durera pas comme les impôts. Eh bien, je vais vous dire, mais non, mais je vais vous dire. Ça ne durera pas comme les impôts. Je vais vous dire, mais si ça durera, mais vous voulez que je vous explique pourquoi? Parce que ce sont nos collectivités qui portent. C'est un choix politique. Quand vous construisez, c'est bien pour ça que ça y a un vrai risque. Non, mais non, monsieur. Vous avez fait un bon diagnostic tout à l'heure sur la cohésion des territoires et sur l'attractivité des territoires. Moi, je considère que dans une ville, dans une agglomération, avoir une offre de soins, avoir un cinéma de qualité, avoir un centre nautique de qualité, c'est ce que j'ai fait chez moi, ça fait partie des services que je rends à la population. C'est un choix politique. Et ce choix politique, c'est d'avoir, comme on a des pépinières d'entreprise, où nous, les collectivités, on investit. Donc, il ne faut pas dire qu'ils rembourseront les médecins. C'est pas vrai, ils ne seront pas en cessation de paiement là-dessus. Au contraire, je vous en fais la démonstration, ça leur coûte moins cher que lorsqu'ils étaient chez eux. Il ne faut pas dire le contraire. Alors, très rapidement. Oui, rapidement, parce qu'on va clore le débat. 2% des médecins dans ce modèle-là. Pour le moment. Mais vous ne financerez pas à coût de 400 000 à 1 million d'euros pour les 98% autres. C'est pas vrai. C'est une solution, c'est une partie de la solution. C'est certes pas toute la solution. Et ensuite, je reviens parce que c'est le point central. Le point central, c'est la gouvernance. Si on continue avec un système qui est un système de paternalisme d'État, qui est un système où l'État et l'administration décident de tout, on continuera à aller à l'échec. Si le politique ne comprend pas que la santé doit être co-dirigée, co-gérée par les soignants, par les patients et par l'administration. Les maisons de santé sont quand même beaucoup à l'origine des médecins. Mais bien sûr, mais il y a un projet médical. Il n'y a pas de maison de santé sans projet médical. Principe de base. Oui. Les élus, on n'est pas là pour faire des murs. Moi, sauf que le projet médical, dans l'agrément que perçoivent les maisons de santé, le projet médical, l'ARS a l'œil dessus. Et vous insérez tout le temps un coin dans le colloque singulier qui, à terme, peut faire éclater le colloque singulier. Donnez de l'indépendance aux médecins, donnez de l'indépendance aux soignants, permettez-leur d'être indépendants et entrepreneurs, ça oui, là vous aurez une solution. Mais si vous les liez à un système où, encore une fois, c'est l'administration qui organise, l'administration qui finance, et que vous les mettez dans des cases, à terme, vous perdrez. Parce que c'est la prolongation des mêmes solutions qui nous amènent à l'échec depuis des années. Il y a seulement une révolution de la gouvernance qui peut véritablement vous amener à avoir un début d'ouverture vers une solution. Sinon, c'est ni plus ni moins la prolongation de 30 ans d'échec, parce que le politique depuis 30 ans échoue, et que plus vous allez augmenter... Je ne prends pas ça pour moi. Non, bien sûr que non. Moi, vous savez, dans mon territoire, j'ai fait l'aménagement du territoire, vous avez de la biologie tous les 20 km, alors je suis très à l'aise. Et l'article 1 de la loi santé, sous lequel nous sommes, dit bien que le politique est responsable de la politique de santé. L'État est responsable de la politique de santé, donc on a renforcé encore l'étatisme, et un État qui est en échec perpétuel. Donc il faut sortir de ça. Et pour sortir de ça, il faut faire confiance. Il n'y a que ça. Et construire et co-gérer avec les médecins. Vous accepterez qu'on modifie un peu l'architecture de la gouvernance, qu'on simplifie surtout, qu'on foute un peu la paix aux professionnels de santé dans leur vie quotidienne, oui. Mais pour autant, il faut bien une régulation. On va changer de domaine. Regardez Google. Regardez ce qui se passe sur le net. Il faut bien que ce soit l'État qui aille réguler la fiscalité de ces entreprises, sinon ils sont en train d'en mettre partir d'autres. Donc, à un moment, je crois aussi, monsieur, à un État régulateur. Et je l'ai dit tout à l'heure. Parce que la santé, c'est pas n'importe quoi.
c'est dans le préambule constitutionnel. Moi, j'ai pas oublié 45, la création de la Sécu. Non, J'ai pas oublié que nous sommes une exception, et cette exception, j'y tiens plus que tout. Philippe Vigier, ça fera sûrement un thème de débat très intéressant, mais c'est presque encore autre chose. On arrive au terme de ce débat. Je voulais vous demander, à l'un et à l'autre, pour conclure, pour le mot de la fin, vous, Jérôme Marty, vous êtes ministre de la Santé, 2 mesures que vous prenez en priorité pour les déserts médicaux. Je vous ai répondu en quelque sorte tout à l'heure. Je modifie totalement la gouvernance du soin. Ouais. Je modifie la gouvernance du soin. Je fais rentrer de façon à co-gérer le système, à être co-responsable du système, les patients et les soignants dans une vraie démocratie sanitaire et pas une fausse telle qu'on la connaît. Je sors les tarifs de l'ONDAM et je réaménage totalement le territoire. Je fais une grande politique de la ville. Je rends la politique de la ville cause nationale. Et je me donne 3 ans pour réaménager totalement le territoire sur tous les plans, de façon à rendre à la fois les professions du soin plus attractives et à provoquer les installations, et à faire qu'il n'y ait plus un seul endroit du territoire qui soit morcelé et qui fasse que dans certains endroits, les Français ont peur de vivre. Ce n'est pas acceptable au XXIe siècle que des Français aient peur de vivre dans certains territoires. La seule solution passe par les professionnels de santé, pas par l'obligation, pas par l'augmentation du numerus clausus, mais par une véritable révolution du système sanitaire, et pas de solutions cosmétiques telles qu'on les connaît actuellement. Philippe Vigier, vous êtes ministre de la Santé demain, 2 mesures. D'abord, j'essaie de dire à mes collègues, il faut que je crée mon agence nationale des cohésions des territoires dont la santé est un des piliers fondamentaux. Là, vous êtes assez d'accord. On est d'accord là-dessus. Ouais. La deuxième chose, je prends des mesures d'urgence, pardonnez-moi, pour faire en sorte qu'on forme plus de médecins et d'attractivité en termes notamment de rémunération. Et je prends toute une batterie de mesures de simplification administrative que j'ai en tête pour permettre à des médecins d'aller travailler dans les meilleures conditions, à des médecins hospitaliers d'aller travailler dans le privé. Je l'ai dit tout à l'heure, à des jeunes internes qui veulent faire immédiatement de la pratique médicale. Bref, mais je fais ça, et là on se retrouvera, ce sera peut-être les mots de la fin, en concertation avec la profession. Rien ne peut se faire sans qu'il y ait le dialogue et qu'on se mette d'accord, qu'on fasse des pas les uns vers les autres. En tout cas, c'est une cause majeure, et je souhaite qu'enfin en 2018, c'est aussi le sens de cette commission d'enquête parlementaire, qui vraiment est inscrite dans toutes les familles politiques, on puisse faire œuvre utile pour notre pays. Messieurs, merci. Merci à tous d'avoir suivi ce débat. Merci à nos internautes de l'avoir alimenté de leurs questions. Elles ont été très nombreuses. On n'a pas pu toutes les reprendre et on s'en excuse auprès de ceux qui les ont formulées et qui ne les ont pas retrouvées dans ce débat. Mais néanmoins, on a essayé de reprendre l'essentiel des préoccupations exprimées. Merci Jérôme Marty et Philippe Vigier, et peut-être à bientôt. Voilà, et puis je voulais signaler qu'on peut retrouver ce débat sur le site internet du Quotidien du médecin. À bientôt. Merci. Merci beaucoup.